session des âmes en live. Aujourd'hui, c'est la 4e session. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Julia Alberico. Je suis chargée communication au sein des âmes. Pour ceux qui ne connaissent pas les âmes, on est une école de management, finance et droit. Du coup, qui propose des formations de Bac+3 à Bac+6. Et on a un campus sur Paris et Lyon. Ce soir, je suis avec Karim Thiard. Du coup, Karim, je te laisse te présenter. Enchanté, donc Karim Thiard, intervenant en finance et en management stratégique et accessoirement directeur de la pédagogie des Avignons. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très accessoire dans mon métier, je te rappelle. Aujourd'hui, du coup, Karim est là parce qu'on va parler de son parcours, cette expérience et bien sûr, du coup, sa vision du monde du travail et le fait d'être intervenant au sein des hommes. Donc, on peut commencer. Donc, Karim, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à travailler avec les hommes? Alors, mon parcours a commencé en 2008, puisque j'ai intégré le groupe IGS à l'époque, qui était le groupe Igentia, en tant qu'étudiant. Okay. Donc, je suis entré par la toute petite porte en BTS MUC. À l'époque, actuellement, c'est BTS MC ou c'est BTS MUC. Ensuite, j'ai enchaîné une licence, enfin bachelor en marketing stratégique et je suis devenu étudiant de l'ESAM. Donc, Master 1, entrepreneur dirigeant, Master 2, expert financier, parce qu'à l'époque, tu pouvais switcher entre deux masters. Ensuite, je suis parti, je suis revenu en tant qu'intervenant au sein du groupe Igentia, puis Yasmina Duplan à l'époque m'a recruté pour remplacer un intervenant. Et maintenant, je donne plus de 300 heures de cours, je crois, au sein de l'établissement. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et tu as fait quoi de ta carrière professionnelle? Alors, professionnelle, moi, c'est la... Ouais, si j'arrive. Alors moi, j'étais baigné dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque le premier contrat salarié que j'ai eu, que j'ai signé, c'était en août dernier, en prenant la direction pédagogique de l'école. Et pour faire simple, moi, j'ai été dans le monde du consulting, donc consultant pour les entreprises en difficulté pendant le Covid notamment. Et j'ai créé plusieurs sites internet, donc liés au domaine de la pédagogie. Et des sites internet de prêt-à-porter, des sites internet dans la DeFi aussi, dans la finance décentralisée, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais j'ai toujours été baigné dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok. Quels cours donnes-tu à l'ESAM et comment les abordes-tu? Alors je donne deux types de cours. Le premier, c'est la partie financière, c'est mon 20-80. Mon 80%, c'est la partie financière. Donc beaucoup sur l'analyse et la gestion financière. Et les 20 autres pourcents sont sur la stratégie d'entreprise. Je les aborde plus ou moins de la même manière. Alors, les études de cas sont différentes, mais ça garde le même esprit. C'est toujours en 4 temps. On a la période avant les cours. Je fais ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. Je ne sais pas si ça te parle. Okay. Même pour ceux qui ne savent pas. C'est pas quelque chose de nouveau, la pédagogie inversée. En fait, c'est pour schématiser, pour faire très simple, le fait de, opérationnellement, hein, je vais expliquer ça opérationnellement, le fait de communiquer les supports pédagogiques de cours avant même le début du cours, pour que l'étudiant puisse s'en imprégner, puisse apprendre le cours. Et après, tu leur expliques. Et qu'après, on répond aux questions et que je leur explique pour la phase de compréhension. Okay. Donc, la partie savoir pur se fait avant le cours, et la partie acquisition de la compétence se fait pendant le cours. Okay. Donc, la partie savoir se fait avant. Et ensuite, toujours scindé en 3 parties. Partie cours, avec un PowerPoint, quali si possible. Une partie exercice, toujours rapprochée de la réalité de terrain, de mes expériences personnel. Donc beaucoup de travaux de groupe? Beaucoup de travaux de groupe, oui, parce que je fais en sorte de les préparer au monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, à part dans le monde entrepreneurial, TI, travail indépendant, on travaille toujours en équipe. Et même en tant que TI, on travaille toujours avec des équipes. Ce ne sont pas des équipes internes, mais on a toujours besoin de clients, de fournisseurs, donc on travaille toujours avec des équipes. Et il y a de la négociation, il y a des compromis à faire, et les travaux de groupe nous permettent d'acquérir ces compétences-là. Et la phase la plus importante, c'est la dernière, c'est la phase de correction, puisque l'acquisition de la compétence se fait pendant la phase de correction et non pas pendant la phase de l'exercice. Et je prends énormément de temps à corriger. Parfois, je fais des sessions individuelles pour les corriger, pour qu'ils comprennent exactement les erreurs et les pièges dans lesquels ils ou elles sont tombés, pour qu'ils puissent ne plus jamais tomber dans ces erreurs-là. Ok. Les aides mettent l'accent sur l'entrepreneuriat. Du coup, comment t'intègres ça dans tes cours? En plus de par tes expériences. Alors, la première partie du cours, très clairement, je projette un PowerPoint, mais il y a toujours des ponts, j'ai toujours des histoires à raconter. Je parle beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir, à un moment donné, elle va me couper, elle va me faire des yeux pour me dire de réduire mon discours. Mais il y a toujours dans la partie cours, les slides de cours, la théorie pure, et il y a toujours une petite histoire. Je leur raconte comment mon frère, par exemple, peut optimiser fiscalement son entreprise. Optimiser, pas fraude. Optimiser, c'est l'idéal.
je leur raconte comment je me suis fait arnaquer dans mes différentes expériences. Et parfois par des individus qui étaient très jeunes, 18, 19 ans. Je parle notamment d'un projet que j'ai créé qui était dans le e-gaming, où j'avais 45 employés, ce n'étaient pas des employés, c'était plutôt des TI qui travaillaient pour moi, dont des personnes qui sortaient à peine de la majorité, enfin qui avaient 18-19 ans, et qui ont réussi à m'arnaquer sur des transactions financières parce que je ne comprenais rien à leur jeu. Ils ont réussi à m'arnaquer, et ça fait marrer les étudiants. Et ça engage en fait à plus comprendre le cours et à qu'ils soient moins derrière leur ordinateur, à faire les choses dans leur coin, etc. Et ensuite, les études de cas, c'est toujours des études de cas liées à mon expérience professionnelle. Un exemple très concret, je vais donner un cours de stratégie d'entreprise en mars avec mes Master 1 Expert Phi. Et nous, avec mon associé, parce que j'ai une autre activité où je suis actionnaire d'une société, on prépare une levée de fonds et je vais les faire travailler dessus. Ok. Ouais. Donc, cas vraiment réel et cas actuel en plus. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est super. Quand on a vraiment accès en tes cours, tu le mets à fond dedans, quoi. Exact. Et là, l'étude de cas sera jugée, donc corrigée par mon ami qui est actionnaire principal et moi-même. En fait, ce sont les actionnaires qui vont évaluer les étudiants. Bah justement, pour rebondir là-dessus, comment t'aides les étudiants à développer leurs compétences pro? Alors déjà, avant même de les faire évoluer sur la partie professionnelle, il y a une partie savoir-être qui pour moi est très très importante. Aujourd'hui, les codes sont perdus un petit peu, vous voyez en direct, hein. Et même s'il y a des intervenants qui arrivent à se reconnaître sur ce que je dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ouais, je fais de l'engagement. Mais tu vois, quelque chose de très simple, moi je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent dans les cours, capuche, casquette, écouteur. Déjà, le comportement professionnel de base commence là. Donc tu n'as pas rentré dans mes cours comme ça, c'est pas possible ça déjà. Et il y a toute la partie savoir-être, le fait d'arriver à l'heure aussi. Ça paraît simple, hein, mais c'est tellement complexe dans la tête des individus. Oui. Donc il y a toute la partie savoir-être que tu dois gérer avant même de partir sur la partie savoir-faire technique. Et sur la partie compétences, moi déjà j'essaye de leur montrer par mes erreurs et mes réussites les compétences que j'ai réussi à acquérir durant ma carrière. Je leur montre des exemples concrets et ensuite je leur donne des études de cas réelles que j'ai moi-même vécues. Donc en fait je leur donne des commandes clients et je leur dis voilà, donc moi en telle année j'ai été dans tel contexte, le client m'a donné ça, vous êtes dans ma situation en 2018, Covid, enfin en 2018, pas Covid, 2020 Covid, le client vous donne ça, débrouillez-vous. Un minimum de consignes, un minimum de questions pour essayer de faire travailler leur créativité, pour essayer de les engager à aller chercher la compétence par eux-mêmes. Et ensuite, moi, je tourne dans les groupes. C'est le but de faire des groupes aussi, c'est d'avoir un minimum de corrections à faire pour justement essayer de développer individuellement les compétences de chacun des membres du groupe. Ok. À quoi les étudiants doivent se préparer avec l'évolution des métiers de la finance? Alors, je dirais incontournablement à l'IA. Quand on voit Donald Trump qui met 500 milliards d'euros sur la table, enfin de dollars sur la table avec le projet Stargate, on comprend vite que l'IA va être au centre de tout ces prochaines années. Et on voit derrière Macron qui lui répond avec un projet à 100 millions. Donc là, 100 millions en France, 500 millions. Je vous laisse faire le calcul pour savoir si on va avoir un retard technologique. Je pense que oui. Mais déjà à l'IA, parce que l'IA va de toute façon transformer tous les types de métiers, que ce soit la finance, le management, le marketing, même la manière d'entreprendre. L'IA va être au centre de tout. Donc là, la problématique actuelle, c'est que les étudiants utilisent l'IA comme Google, comme une recherche Google. Ils vont poser une question très simple à l'IA sans comprendre le mécanisme derrière. Et vraiment, je leur dirais déjà, essayez de comprendre comment fonctionne l'IA et comment vous en servir, non pas pour qu'elle vous remplace, mais pour qu'elle vous augmente, entre guillemets, même si le terme augmenter fait très un peu science-fiction, mais pour qu'elle vous augmente intellectuellement. L'IA et ensuite tout ce qui va être lié aux nouveaux enjeux économiques, aux monnaies numériques. Parce que là, on est en train de faire une rotation sur le contexte économique actuel, où on a, en Europe en tout cas, l'Union européenne qui veut changer le système monétaire en son intégralité. Et donc si vous changez le système monétaire économique, c'est la base de la finance. Hein. L'économie, c'est le socle de la finance. C'est sur ça que se construit la finance. Et c'est de comprendre quel virage va prendre l'économie européenne sur ces prochaines années. Donc l'IA et les nouveaux fonctionnements économiques et les nouveaux acteurs aussi économiques, on parle des BRICS, etc., ça va avoir un gros impact sur la finance.
Ça. Ok. Pour reparler de tes cours, quel conseil donnerais-tu à tes étudiants pour réussir dans tes matières? Déjà, pour réussir, il faut aimer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un endroit, réussir sans aimer. Enfin, la probabilité d'échec est plus grande quand vous détestez ce que vous faites. Okay. Donc déjà, d'apprendre à aimer les chiffres. Et si vous n'aimez pas les chiffres, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Je parle pour la finance. Oui. Déjà, c'est la base. Ensuite, d'avoir une méthodologie d'analyse qui est assez élevée. Parce que la finance, par rapport à d'autres disciplines, je parle par exemple pour la communication, il y a beaucoup moins de créativité. Il y a des normes à respecter, il y a des chiffres, il y a un cadre. Il faut être extrêmement bien structuré dans son esprit pour comprendre et connaître les différentes étapes pour comprendre le raisonnement global. Parce qu'une analyse d'entreprise, une analyse financière, quand vous voulez faire du consulting, il faut prendre un maximum de hauteur. Il y a les chiffres, les ratios, vous allez en tirer, et puis après il y a le contexte économique dans lequel ces ratios s'inscrivent, le contexte social dans lequel l'entreprise évolue, avec ses salariés, les problématiques internes. Et la capacité à prendre de la hauteur est très complexe pour nos étudiants, puisqu'il n'y a pas de cours, par exemple, de prise de hauteur, ça n'existe pas ça. Donc, chacun des intervenants dans chacun des modules doit leur apprendre à prendre de la hauteur sur une situation et avoir une vision globale. Comme s'ils n'étaient pas à leur poste ou comme s'ils avaient une vision globale sur l'entreprise, ou c'est plus... Comme s'ils étaient le PDG de l'entreprise. Ok. Ouais, comme si et d'avoir une vision vraiment globale, parce que nous, la finance impacte tous les services de l'entreprise. Et donc, quand vous faites une analyse financière, il est possible que vous ayez à discuter avec des communicants. Et c'est sûr que si vous avez un langage financier avec des communicants, ils vont comprendre. Vous voyez ? Donc, avoir la vision globale pour connaître les impacts de vos décisions financières et de la stratégie financière que vous allez avoir et qui va impacter toute l'entreprise et tous les services d'entreprise. Mais ensuite, la partie communication financière, il faudra la vendre. Parler entre financiers, ça pose pas de problème. Mais quand vous allez parler à un marketeur, à un communicant, à un RH, de rentabilité d'investissement, enfin, c'est très complexe. Donc là, il faut trouver la vulgarisation d'une discipline qui est très complexe pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit acceptée par tous et comprise, surtout par tous. Donc il y a cette partie-là de prise de hauteur, mais c'est une prise de hauteur intellectuelle. Du coup, tu dis à tes élèves de se préparer, de pouvoir faire en sorte d'être multicasquette lorsqu'ils arrivent en entreprise, du coup. Exact, parce qu'aujourd'hui, le financier est ce qu'on appelle en 2025 un business partner. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus rattaché c'est le même profil que le juriste en ce moment. Il va être rattaché à la direction générale et il va être un consultant. Il va conseiller le PDG ou le DG pour prendre des décisions. Et les décisions que le DG va prendre va concerner toute l'entreprise. Donc le financier qui va être le conseiller du DG doit comprendre aussi les enjeux pluriels de l'entreprise. Et ça, c'est très compliqué parce que ça t'amène à une analyse critique. Et l'analyse critique est très complexe. Une question très, très complexe qu'on pose en entretien d'embauche, c'est vous pouvez me donner vos défauts. Et les individus ont du mal à trouver leurs défauts parce qu'ils se disent ou ils trouvent des défauts préparés du type je suis trop perfectionniste. Oui, leur pire défaut. Alors Marie-Claire, si tu m'entends, Marie-Claire Saint-Laurent qui est notre RRH, si tu m'entends, si tu entends ça dans des entretiens, tu peux mettre une croix sur le CV. Mais c'est très compliqué d'avoir un point de vue critique sur sa propre situation et sur la situation globale. C'est très compliqué. Okay. Et c'est ça qu'on essaie de leur faire développer, enfin que j'essaie en tout cas. Et du coup, un conseil, juste en un mot que tu arriverais à donner pour les élèves. En un mot ? Pour réussir à... Ouais, je sais que là tu t'es éparpillé, mais un conseil en un mot pour réussir dans tes matières. Ah, réussir dans mes matières, pas réussir dans la vie, réussir dans mes matières uniquement en finance. Au départ, c'était mes matières. Ouais. En un mot, franchement, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde, que ce soit mes matières ou d'autres, mais c'est se connaître. Il faut vraiment que les individus apprennent à se connaître leurs limites. Parce que pour réussir dans ma matière, il faut connaître ses propres limites. Parce que le monde de la finance est tellement vaste. Tu as la finance d'entreprise, tu as la finance de marché, et les niveaux de difficulté sont vastes également. Okay. Et se connaître te permet de savoir si, grand 1, tu as une appétence pour les disciplines de la finance. Grand 2, savoir ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire. Est-ce que tu sais travailler en groupe, par exemple, ou pas? Est-ce que tu sais faire des sacrifices par rapport au groupe? Est-ce que tu sais faire des compromis? Est-ce que tu connais tes limites? Et donc, est-ce que tu sais dire, ok, je ne sais pas faire ça, et demander à l'intervenant de t'aider? Parce que la réussite dans ma matière ne dépend pas
que de l'individu, il dépend aussi de moi. Et si moi j'ai des individus en face de moi qui me disent par timidité ou parce qu'ils ne veulent pas déranger, c'est bon, moi j'ai pas besoin de tout va bien, et qu'à la fin je leur dis bah non en fait tout va pas bien, mais il fallait me le dire avant. Ça c'est le conseil que j'aurais à donner à tous les étudiants, que ce soit en finance ou en stratégie d'entreprise, c'est se connaître pour connaître ses limites et ses compétences, pour que moi derrière je puisse réaxer la compétence, justement. Ok. Et du coup pour finir, quel message aimerais-tu faire passer à ceux qui hésitent sur leur orientation? Franchement, ça rejoint la question précédente. Le message que j'ai à faire passer, c'est... C'est se connaître, du coup, comme tu as dit. Ouais, c'est apprenez à vous connaître. Apprenez à apprendre de vous. Parce que chaque erreur que les étudiants vont faire post-bac, même avant, mais post-bac, c'est encore plus dur. C'est un sacrifice en années de vie qu'ils vont perdre. Je peux te donner un exemple. Moi, j'étais persuadé d'être fait pour la fac. Mon frère, et tu vois, et la preuve, c'est que je ne me connaissais pas à l'époque. Mon père m'avait dit, mon père qui me connaissait plus que moi, hein, la fac, c'est pas fait pour toi, tu vas échouer. Toi, il te faut un cadre, la fac, c'est trop libre, c'est trop d'autonomie, tu vas échouer. Et je ne me connaissais pas. Du coup, j'ai fait la fac. Je suis une tête de mule. J'ai tenu 3 mois. Bon, j'ai fait un accident de voiture qui a légitimé mon échec. Mais j'allais échouer. Et je l'ai perdu en année de vie. Mais il y en a beaucoup qui sont pas prêts pour la fac. Hein. Mais oui. Qui arrêtent, hein. Mais parce qu'ils ne se connaissent pas de base. Tu vois. Et j'ai perdu 1 an. Mais c'est 1 an de vie que j'ai perdu. C'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas grave, mais c'est 1 an de vie. Bon, après, c'est pas grave, parce que grâce à cet 1 an de vie perdu, j'ai rencontré ma femme et j'ai fait mes enfants. Enfin bref, heureusement que j'ai perdu cette année de vie, mais il y a des profils d'étudiants qui ne se connaissent pas, qui vont faire 3 ans à la fac. Après, c'est dur de se connaître à 18 ans, quand tu sors des études. Oui, et de surcroît, alors, la société ne fait rien pour ça. Parce que la société, avec les réseaux sociaux, avec l'environnement de consommation, fait en sorte que on mobilise ta concentration sur autre chose que sur toi-même. Sur Instagram, sur des individus qui dansent, sur TikTok. Je dis ça parce que elle m'a fait danser. Et la problématique, c'est ça. La problématique, c'est que la société fait en sorte que t'envoies ta concentration vers autre chose que toi-même. Et derrière, tu t'apprends à te connaître à 20, 23, 24 ans, et c'est là où tu as une probabilité de faire un échec dans ton choix. Moi, j'ai pas mal d'étudiants en EF qui disent en fait, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et ils l'apprennent en bac plus 5. Mais sauf que là, c'est fini. Enfin, c'est fini. Oui, mais le sacrifice à faire pour revenir est très lourd. Ouais. C'est 5 ans d'études, c'est 5 ans d'études, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner. C'est plus une bouteille à la mer qu'autre chose. Vraiment, si j'ai une bouteille à la mer à lancer à des étudiants, quel que soit leur niveau, ça serait celui-ci. Faites attention parce que chaque choix que vous allez faire et chaque mauvais choix que vous allez faire, vous allez le payer en année de vie. Et c'est cher payé. Après, c'est pas grave. Moins, c'est pas grave. Au début, moins, mais in fine, beaucoup plus. Oui. En fait, il faut s'en rendre compte très vite. Oui. Il faut être accompagné, et c'est pour ça qu'il y a les âmes, c'est d'autant plus important, c'est que nous, on n'hésite pas à dire aux individus, bah t'es pas fait pour ça en fait. T'es peut-être pas fait pour ça, et peut-être la finance c'est pas ton truc. Et peut-être que toi t'es plus fait pour la com. Et là on l'envoie à l'ISCPA, on l'envoie dans une autre école, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien à les âmes, c'est pour ça que moi, en tant qu'intervenant, et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de devenir salarié à les âmes, c'est que au moins les âmes, on est honnête. Et on ne considère pas un étudiant comme un client qui rapporte du chiffre d'affaires et il faut le garder à tout prix. Tu vois, on lui dit, bah non, t'es pas fait pour ça, toi t'es quelqu'un de créatif, t'as rien à faire ici. Ou la finance, c'est pas fait pour toi, vendre l'entrepreneuriat, c'est peut-être plus fait pour toi. Ne t'inquiète pas, il y a de la finance, mais ton esprit créatif va être perdu sur la partie financière. Ou au contraire, quelqu'un qui est un peu trop structuré et qui a une appétence forte pour la finance, il ne faut pas lui dire à faire le juriste d'affaires. C'est pas le but du jeu. Tu vois. Mais au moins on est net. Et c'est ça que j'adore au sein de les âmes, c'est que toutes les parties prenantes internes et les intervenants sont honnêtes sur cette partie-là. Et c'est pas de la com parce que je vais vous faire signe, pas du tout. Allez, je te coupe, on va passer à la séquence top chrono. Top chrono. Donc cette séquence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup c'est une séquence, le principe il est simple, ça dure 1 minute, il y a un chrono. Ça dure 1 minute. Je te pose des questions et tu dois répondre par un mot ou une phrase. Un mot, une phrase. Donc je te regarde toi, je regarde la caméra 1, je regarde la caméra 2, ou je regarde Martin, qui est derrière la caméra 2. Je regarde où tu veux. Moi je vais te regarder toi, c'est sympa. Parce que si tu me poses une question, tu me regardes et je regarde un écran, ça fait pas. Ok, donc on va lancer le chrono. Je t'en prie. Et top. Ton cours préféré à enseigner? Stratégie d'entreprise.
Un mot pour décrire tes étudiants. Attachant. Le meilleur moment vécu en classe. Le dernier où on a fait une espèce d'énorme buffet pour fêter une fin de projet d'entreprise. Est-ce que tu tutoies ou vois tes étudiants? Je les vous vois. Le plus grand défi en tant qu'intervenant. Faire aimer les étudiants mes modules. Une anecdote marquante à l'ESAM. Une anecdote marquante ou Ouais, marrante? Marquante à l'ESAM. Non, franchement, ma rencontre à 29 ans avec Yasmina Dupin. Plus difficile, enseigner ou apprendre? Apprendre. Une qualité indispensable pour réussir. L'amour. Ta matière en 3 mots. Du pognon, du pognon, du pognon. Terminé. J'ai dit c'est court, hein, c'est très rapide. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est complexe, hein, parce que des faits marquants, tu nous ramènes à ma mémoire, et en un mot. Moi, j'ai que le court terme. Et là, je voulais une joke, je voulais dire Martin. Mais je me suis dit, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, tu dis Martin. Alors lui aurait compris, il serait marié, mais... On va passer du coup à la session de questions-réponses. Donc on va voir si les internautes ont des questions. Et du coup, Karim, tu vas pouvoir répondre aux questions des internautes. Et là, je regarde la caméra. On a quelques petites questions, effectivement. Alors, je les reprends toutes. La première, ça va être un conseil rapide pour réussir ses études à l'ESAM. Un conseil rapide pour réussir ses études à l'ESAM. Ça dépend du titre, mais franchement, je dirais être au premier rang. Parce que dès que vous allez au fond, vous allez capter 10% de ce qui va se passer. Donc être au premier rang. Je suis très opérationnel, moi. C'est Ouais. parfait. Magnifique. Il y a Sarah qui nous demande si le savoir-faire technique dont tu parlais au début de l'interview, on peut l'acquérir en intégrant l'ESAM. Ah oui. Bah, alors, d'autant plus à l'ESAM, puisque tous nos intervenants sont des professionnels en activité ou qui avaient des postes à responsabilité. Et on essaie de faire en sorte que les études de cas sur lesquelles vous allez travailler sont issues de problématiques réelles, que des entreprises ont réellement vécues. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce choix-là de recruter des intervenants qui sont en poste pour pouvoir justement parler de leurs problématiques et soumettre leurs problématiques en exercice aux étudiants. Ok. Ensuite, on va avoir Sarah qui a une deuxième question Sarah, je vous aime, hein. qui- Sarah, je t'embrasse. qui rejoint un petit peu la première qui a été posée. Est-ce que sur la partie management, il y avait des petits tips à avoir pour bien réussir vraiment sur la filière management des organisations? Sur la filière management des organisations, alors il y a plusieurs niveaux de management. Il y a le management stratégique où là vous devez avoir une vision globale et vous devez projeter l'entreprise sur plusieurs années, et ça c'est un domaine très complexe. Et ensuite il y a la partie managériale où vous devez apprendre à évoluer avec les différentes aspérités des différents êtres humains que vous allez manager. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que la problématique, et là je vais faire une citation, ça on met un peu d'intelligence un petit peu dans mon interview. Marc Aurèle disait qu'il y a la connaissance sur soi, le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Le pouvoir est très lié à la connaissance qu'on a sur soi ou sur les autres. Et si vous n'avez pas de connaissance sur soi, vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. La question qu'il faut se poser, c'est qui a du pouvoir sur vous? Et forcément, c'est les autres qui ont du pouvoir. Et c'est ça, tout l'enjeu, et ça en revient à ce que je disais, c'est que pour connaître les autres sur le management opérationnel pur, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Tu comprends? Et tu comprends Sarah, parce que là je parle à Martin, je parle à Martin, je parle à toi Sarah. Et il faut que tu arrives à te connaître toi-même pour pouvoir connaître les autres et aimer les autres. Parce que pour moi, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas manager. Si tu es antipathique ou antisocial, tu ne peux pas manager. Ou même si tu as peur. C'est-à-dire qu'il faut une appétence à aimer communiquer, déjà de base. Non, je parle beaucoup, trop. Mais il faut aimer les gens. Et il y a une problématique aussi sur le management opérationnel, c'est que tu vas absorber une partie des problèmes de ton équipe. Et la question, c'est est-ce que tu as les épaules pour absorber le problème des autres, sachant que tu as déjà toi des problèmes. Et qu'en entreprise, ça ne marche plus de dire mes problèmes, je les laisse à la porte de mon bureau. Ça ne marche plus, ça c'est terminé dans le management de 2025.
Et donc, pour savoir si tu es capable de faire ça, il faut que tu saches ce que tu es capable d'absorber et donc de te connaître. Tu vois. Désolé, je suis redondant sur le même T'as bouclé la boucle, mais au moins on a compris l'importance de se connaître. C'est ça. Demain, j'imagine que tu as une interview philosophique après moi, non? Alors, c'est pas une question, mais on a Leïla qui nous dit « Meilleur directeur, monsieur Thiard, je serai futur diplômé de l'ESAM. » C'est Leïla Nafi, je pense que ça doit être Leïla Nafi, je t'embrasse Leïla, je te remercie pour le compliment. Elle a terminé par « Je vous ai eu comme prof, magnifique. » Oui, voilà. Je t'ai jamais eu en tant que directeur, mais en tant que prof, oui, sur plusieurs modules. Et sur un module, justement, de mon entreprise, on en parlait, de la levée de fonds, et ben, j'ai fait travailler Leïla sur l'entreprise Monka avant une levée de fonds sur une analyse financière et des conseils qu'elle devait nous donner pour accroître les performances de notre société. Donc elle travaille en groupe, etc. Et c'était très enrichissant, enfin j'espère. Effectivement, c'est bien elle. Voilà, et ben tu vois je reconnais mes étudiants. Et on a une dernière question qui fait un petit peu le lien avec ce que tu disais avant. Tiger qui nous demandait si tu avais des petits conseils, des méthodes pour apprendre à te connaître toi-même via la lecture, je sais pas. C'est bateau, mais c'est d'essayer de consacrer du temps à lâcher à lâcher, je dirais pas les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup trop réducteur, à lâcher les outils de distraction. Prendre du temps pour soi. Oui, mais tu vois, mais même ça, t'en as pas besoin. Alors moi, je le fais d'une manière différente, parce que moi, je suis que sur Instagram, donc je n'ai pas beaucoup de distractions. Non, mais c'est pas ça, moi je dis prendre du temps pour soi. Oui, prendre pour soi, mais tu vois, faire le point sur soi-même, c'est aussi, tu peux prendre une douche, ça prend 15 minutes, et au lieu de penser à tes stories Instagram que tu vas faire, ou à ce que vont dire les autres de toi, juste tu te mets sous la douche, et tu penses à toi, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que j'aime ce que je fais dans la vie, est-ce que mes amis m'apportent des choses. Tu vois, mais je dis pas qu'il faut faire de la méditation pendant 2 heures par jour. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être sporadique et qui doit être, je pense, régulier. Mais t'as pas besoin de faire une introspection chamanique pour savoir si... Moi, par exemple, je fais une introspection chamanique parce que je vais courir dans la forêt. Ça tombe bien, j'ai une forêt à côté de chez moi. Donc moi, je vais courir. Et j'apprends à me connaître par la souffrance de l'activité physique. Mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Ça peut être en discutant avec les individus, ou même si tu dois faire une introspection, tu vas sous la douche, tu prends ton bain et tu te poses et t'éteins ton cerveau et t'essaies de faire le point sur toi-même. Et la problématique, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de distractions que t'oublies de penser à toi. Tu penses tellement aux autres, à ce que pensent les autres de toi, au regard des autres. Et si je fais ceci, ils vont penser quoi de moi? Et si je fais telle action? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu veux faire? Si oui, fais-le. Et puis le regard des autres, on s'en fiche. Mais par contre, il faut se connaître pour faire ça. Tu vois. Et je pense que c'est le point névralgique de tout. Donc en bref, que chacun puisse trouver le moyen de se questionner via la méthode qui lui sera idéale. Exact. Et je les envoie. Alors c'est affiché dans mon bureau, tu sais, il y a un portrait japonais avec 4 tableaux. Et il y a un des tableaux, c'est l'ikigai. Et c'est le modèle japonais où quand tu es complet en tant qu'individu, ils se disent eux que tu as atteint l'ikigai. Et l'ikigai, alors je n'ai pas la théorie fondamentale, mais la première partie, c'est il faut se connaître soi-même. C'est la première question qu'on pose, c'est est-ce que tu te connais toi-même avant de passer aux autres questions. Parce que sans ça, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller sur les autres questions, enfin sur les autres thématiques. Tu vois, est-ce que tu te connais, est-ce que le monde est fait pour toi, enfin il y a toute une thématique et la principale, c'est ça. Et s'intéresser à ce qui se passe actuellement, vous pouvez pas... et ce que tu disais avec Hugo Décrypte avant qu'on commence l'interview, pour s'intéresser au monde, ça peut être ça. Enfin, tu viens en transport en commun à l'école, au lieu d'écouter de la musique, au lieu de scroller sur tes réseaux, bah juste le matin, tu te dis, je vais mettre une routine, ce qu'on appelle une discipline, et c'est ça qui est dur à mettre en œuvre, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est simple, la motivation, c'est ça, c'est une courbe qui fait ça, et qui redescend, et la discipline, c'est quelque chose qui fait ça. Mais la discipline, c'est dur. Comme le sport, oui, je vais mettre au sport, c'est pas le premier mois, et il n'y a plus rien. Et il faut être dans la discipline pour justement, et se mettre une discipline à soi-même pour apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on veut. Et une fois qu'on obtient et qu'on sait ce qu'on veut, là c'est comment l'obtenir. Quel plan je dois mettre en place, quel objectif, quelle formation je dois mettre en œuvre, etc. Désolée, elle me regarde, elle me lance des regards noirs. Parce qu'en fait je parle trop. C'est pas vrai? Non.
Non, c'est pas vrai. C'est important de répondre aux questions. Au moins, c'était très complet. Excellent. Leïla qui a une dernière petite question. Est-ce qu'on peut travailler et se lancer dans une carrière d'écrivain à côté? D'écrivain? Ah bah oui, alors regardez Bruno Le Maire. Il était ministre de l'économie, il a écrit ses livres en même temps. En tout cas, ça gêne pas nos politiques de conduire notre pays et d'écrire des bouquins. Donc, on a l'exemple. Tout est faisable. Bon, après, la manière dont ils ont géré les pays, c'est une autre chose. Est-ce que tu fais bien ton travail? Je sais pas, mais travailler et devenir écrivain, c'est possible. Après, est-ce que tu es performant dans ton travail? Et là, je te fais confiance pour ça. C'est pas une problématique. Je crois en toi, en tout cas. Et c'est tout. On n'a plus de questions. C'était parfait. Enchanté, Léa. Et bah du coup, si on n'a plus de questions, ça va être la fin de notre live. Donc je te remercie Karim pour ta présence et ton temps. Merci à tous les internautes qui ont été connectés. Et du coup, on se retrouve demain à la même heure pour notre dernier live de la semaine consacré du coup aux opportunités professionnelles après les âmes. Passez une très bonne soirée.